En ce moment même, pendant que vous regardez ceci, des destroyers américains lance-missiles se trouvent dans une zone maritime que l'Iran a déclarée zone de contrôle militaire. Il y a des mines au fond de la voie maritime la plus importante du monde. Et quelque part, près de la côte iranienne, deux gouvernements donnent au monde des versions complètement opposées pour savoir si un navire de guerre américain vient d'être touché par un missile. Je veux que vous restiez avec moi pendant les prochaines minutes parce que ce qui se déroule en ce moment dans le détroit d'Ormuz n'est pas une simple poussée de tension régionale. C'est pas une impasse diplomatique et ce n'est absolument pas le genre d'histoire qui disparaît d'ici la semaine prochaine. Ce qui se passe dans ce chenal de vin est 1 mille de large entre l'Iran et Oman est la confrontation navale la plus dangereuse dans laquelle les États-Unis se sont engagés depuis la guerre froide. Et avant que j'ai terminé, vous allez comprendre exactement pourquoi les responsables à Washington sont actuellement dans une situation beaucoup plus grave que tout ce qu'ils sont prêts à admettre publiquement. Commençons par quelque chose qui aurait dû faire la une partout, mais qui a pourtant été enterré sous le bruit politique. Lundi matin, un pétrolier vide, affilié à la Abu Dhabi National Oil Company, a été frappé par 2 drones alors qu'il traversait le détroit. Les Émirats arabes unis n'ont pas hésité. Le ministère des Affaires étrangères d'Abu Dhabi a officiellement accusé le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, a qualifié l'événement d'attaque terroriste et a invoqué le droit international lié à la liberté de navigation. Maintenant, voici le détail qui compte plus que tout le reste dans cette phrase. Le navire était vide. Il ne transportait aucune cargaison au moment de la frappe. Et si vous comprenez comment fonctionnent ces confrontations, si vous comprenez la logique du signal coercitif dans un théâtre naval, alors vous comprenez immédiatement ceci, ce n'était pas un accident, ce n'était pas une erreur de calcul et ce n'était pas de l'incompétence. Quand on veut couler des navires et provoquer un maximum de dégâts économiques, on frappe des pétroliers pleins. Quand on veut démontrer une capacité tout en évitant délibérément une guerre ouverte immédiate, on frappe une coque vide. L'Iran a frappé une coque vide. C'était un message très précis, très soigneusement calibré, envoyé à Washington, à Abu Dhabi et à toutes les compagnies maritimes de la planète qui ont un navire près de cette voie d'eau. Le message était simple. Nous pouvons vous atteindre, nous allons vous atteindre et la prochaine fois, c'est nous qui choisissons la charge utile. Maintenant, la réponse de l'administration Trump à tout cela porte un nom. Cela s'appelle Project Freedom. Et je veux que vous portiez une attention très particulière à ce que ce nom est en train de faire, parce que ce nom accomplit un énorme travail politique que la réalité opérationnelle sous-jacente ne peut tout simplement pas soutenir. L'opération a été annoncée le lundi 4 mai 2026 dans une publication de Donald Trump sur Truth Social, où il la décrivait comme un geste humanitaire visant à libérer les navires neutres et innocents coincés dans le Golfe. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, l'a qualifié de mission défensive essentielle à la sécurité régionale et à l'économie mondiale. Et je veux que vous gardiez ces 2 descriptions douces et rassurantes en tête pendant que je vous donne les vrais chiffres. 15 000 militaires américains, des destroyers lance-missiles, plus de 100 aéronefs basés sur terre et en mer. Des plateformes sans pilotes multidomaines déployés en couches dans un théâtre opérationnel, situées directement à l'intérieur de la zone d'exclusion déclarée par l'Iran. J'ai côtoyé des opérations militaires toute ma vie professionnelle. Je sais à quoi ressemble un convoi humanitaire. Ce que le CENTCOM vient d'envoyer dans le Golfe Persique n'est pas un convoi humanitaire. C'est le plus important déploiement militaire américain dans un seul point d'étranglement du Golfe depuis des années. Et ce déploiement s'ajoute à un blocus naval des ports iraniens en vigueur depuis le 13 avril. Un blocus que le CENTCOM lui-même a confirmé avoir utilisé pour faire rebrousser chemin à 48 navires commerciaux au cours des 20 jours précédents seulement. On n'escorte pas des navires innocents avec une flotte de guerre, on escorte un objectif politique avec une flotte de guerre, puis on appelle ça humanitaire pour que la presse ne pose pas les questions difficiles. Et les questions difficiles sont partout dans cette opération. Le secrétaire d'État Marco Rubio a approuvé à la fin d'avril ce qu'on appelle le Maritime Freedom Construct, une architecture de coordination qui relie les pays partenaires, les compagnies d'assurance et les organisations maritimes dans une image opérationnelle unifiée.
La Russie en est exclue, la Chine en est exclue, le Bélarus en est exclu, Cuba en est exclu. Soyons absolument clairs sur ce que cela signifie sur le plan stratégique. C'est pas un exercice multilatéral de liberté de navigation. C'est un régime de sanctions avec une composante navale habillée dans le langage du droit international. Et il est construit exactement au même moment où des destroyers américains avancent dans des eaux que l'Iran a déclarées zone de contrôle militaire. C'est pas de la désescalade, c'est l'architecture de la confrontation. Mais l'élément sur lequel Washington est resté le plus silencieux, et c'est l'élément qui compte le plus, c'est ceci. Selon un haut responsable américain cité par Axios, les règles d'engagement des forces américaines dans la région ont été discrètement modifiées dans les heures précédant le lancement de Project Freedom. Ces nouvelles règles autorisent les forces américaines à frapper ce qu'elles classent comme des menaces immédiates contre les navires qui traversent le détroit. Cela inclut les vedettes rapides des gardiens de la Révolution. Cela inclut les positions iraniennes de missiles basées à terre. Relisez cela attentivement. L'étiquette de l'opération dit humanitaire. Les autorités placées sous cette étiquette autorisent des frappes offensives contre des actifs militaires iraniens. La propre publication de Donald Trump sur Truth Social avertissait que toute interférence serait traitée avec force. Le Pentagone a déclaré à CNN 3 cadrages différents de la même opération et chacun d'entre eux est techniquement exact parce que les 3 choses sont vraies en même temps. C'est comme ça qu'on construit une couverture politique pour une action militaire. On rend l'étiquette assez douce pour satisfaire la presse et les règles assez dures pour pouvoir réellement combattre. Maintenant, restez avec moi. Parce que ce que l'Iran a construit de l'autre côté de ce détroit pour faire face à cette opération est quelque chose que le Pentagone ne veut absolument pas dire à voix haute lors d'un point de presse. Quelques heures avant l'entrée des forces américaines dans le Golfe, le major général Ali Abdullahi, le commandant qui supervise l'ensemble de l'effort de guerre iranien, a publié une déclaration écrite. La sécurité du détroit d'Ormuz, a-t-il dit, est entre les mains des forces armées iraniennes. Le transit sécuritaire ne se fait que par coordination avec ces forces. Toute force armée étrangère, et il a explicitement nommé l'armée des États-Unis, serait attaquée si elle s'approchait du détroit ou y entrait. Ce n'est pas un communiqué de presse. C'est un ordre opérationnel habillé en langage diplomatique. Et tout analyste militaire professionnel qui le lit sait exactement ce que cela signifie. L'Iran a déclaré une zone de contrôle, l'Iran applique une zone de contrôle, et tout navire civil ou navire de guerre qui entre dans cette zone sans l'autorisation explicite de Téhéran est, selon le cadre juridique déclaré par l'Iran, une cible militaire légitime. Le comité parlementaire iranien de la sécurité nationale est allé encore plus loin en présentant l'activité américaine dans le détroit, non pas comme une présence navale de routine, mais comme une violation du cessez-le-feu qui tient depuis le 8 avril. Et voici ce que vous devez comprendre au sujet du cadrage juridique précis utilisé par l'Iran. Parce qu'il est beaucoup plus sophistiqué que ce que la presse occidentale veut bien reconnaître. L'Iran ne dit pas que les navires américains sont indésirables. L'Iran dit que l'activité militaire américaine constitue une violation d'un traité. C'est une revendication juridique et politique complètement différente. Et elle a un poids sérieux dans les forums internationaux où la résolution finale de cette guerre sera éventuellement négociée. L'Iran construit une architecture juridique autour de sa posture militaire et il le fait délibérément, méthodiquement, pendant que Washington est occupé à se disputer pour savoir si un missile a réellement frappé un navire de guerre près du port de Jask. Ce qui m'amène à Jask et au brouillard de guerre qui est maintenant l'espace le plus dangereux du golfe Persique. Des médias liés à l'État iranien ont affirmé qu'un navire de la marine américaine près du port de Jask avait ignoré des avertissements, avait été frappé par 2 missiles, puis avait rebroussé chemin. L'agence de presse iranienne Fars, directement liée aux gardiens de la Révolution, a parlé d'une frappe confirmée. Un haut responsable iranien parlant à Reuters a décrit l'engagement comme un tir d'avertissement et a dit qu'il n'était pas clair si le navire de guerre avait été endommagé. Le porte-parole du CENTCOM, le capitaine Tim Hawkins, a qualifié l'ensemble du récit iranien de propagande. Aucun navire touché, aucun navire endommagé, aucun navire forcé de rebrousser chemin. 3 versions d'un même
événement. Et voici ce que mon expérience dans le renseignement militaire me dit à propos de ce genre de contradiction à 3 voix. Quand 3 récits concurrents émergent simultanément d'un environnement opérationnel en direct, la vérité se trouve presque toujours quelque part au milieu, et le dommage politique causé par l'ambiguïté elle-même est déjà fait. Peu importe quelle version sera finalement confirmée, l'Iran n'a pas besoin de couler réellement un destroyer américain pour remodeler les règles d'engagement dans ce détroit. Il a seulement besoin que les compagnies maritimes du monde, les assureurs du monde et les planificateurs navals du monde croient qu'ils pourraient le faire. L'incident de Jask, confirmé ou démenti, a déjà accompli ce travail. Et Jask n'était pas un cas isolé. Lundi, pendant que Washington et Téhéran échangeaient des versions contradictoires de ce qui s'était produit près de la côte iranienne, une confrontation complètement distincte se déroulait plus loin le long des voies maritimes. Le centre britannique United Kingdom Maritime Trade Operation a reçu un signal de détresse d'un vraquier se dirigeant vers le nord. Le navire signalait qu'il avait été approché par plusieurs petites embarcations à environ 11 000 nautiques à l'ouest de la côte iranienne. L'équipage aurait été en sécurité. L'agence Fars d'Iran a décrit l'événement comme une inspection routinière de documents. Un camp a parlé de confrontation, l'autre de contrôle réglementaire, et l'écart entre ces deux descriptions est exactement l'écart que l'Iran exploite pour remodeler les normes de comportement de chaque capitaine, de chaque compagnie maritime et de chaque assureur qui doit décider s'il faut traverser le détroit. Parce que ce schéma remonte à des mois. Le 22 avril, le corps des gardiens de la révolution islamique a saisi 2 porte-conteneurs, le MSC Francesca et l'Apamandas, les accusant d'opérer sans permis dans le cadre du nouveau régime maritime iranien. Un 3e navire aurait essuyé des tirs et aurait réussi à s'échapper. Le Joint Maritime Information Center a recensé au moins 34 incidents confirmés impliquant des navires commerciaux et des infrastructures extracôtières à travers le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman depuis le début mars. 34 incidents confirmés, la frappe de drone contre le Baraka lundi est la dernière entrée dans une liste qui s'allonge presque chaque semaine, et l'effet cumulatif de cette liste sur le comportement du transport maritime mondial ne peut pas être annulé par un seul déploiement naval américain, peu importe le nombre de destroyers que Washington envoie dans le Golfe. Mais si tout ce que je viens de décrire vous semblait déjà alarmant, ce que je vais vous dire maintenant est la raison pour laquelle chaque haut officier naval au Pentagone dort mal, et pourquoi la bravade qui sort actuellement de la Maison-Blanche est si extraordinairement dangereuse. Parce que le vrai problème militaire de Project Freedom, ce ne sont pas les missiles iraniens, ce ne sont pas les vedettes rapides des gardiens de la Révolution. Ce n'est même pas l'ambiguïté politique autour de Jask. Le vrai problème militaire repose en ce moment au fond de ce détroit, invisible, patient et pratiquement impossible à nettoyer rapidement. Le détroit d'Ormuz mesure 20 et 1 mille de large à son point le plus étroit. 2 voies maritimes unidirectionnelles à l'intérieur de ce chenal transportent normalement environ 20 millions de barils de pétrole par jour. Avant le début de cette guerre, plus de 30 000 navires traversaient le détroit chaque année, avec une moyenne quotidienne proche de 138 navires. Selon le Joint Maritime Information Center, ce nombre s'est effondré à une fraction du trafic normal, avec seulement une poignée de transits enregistrés certains jours récents. Et dans cette géographie confinée, l'Iran a déployé l'arme navale la moins chère, la plus sale et la plus asymétrique de l'arsenal moderne. Des mines, plus précisément des mines à influence. Ces dispositifs pèsent 300 kg. Ils peuvent fonctionner dans des eaux allant jusqu'à 100 mètres de profondeur. Ils n'ont pas besoin d'être touchés physiquement pour exploser. Ils se déclenchent à partir de changements de pression de l'eau ou de signatures acoustiques de moteur. Ils reposent sur le fond marin, complètement invisible depuis la surface, indétectable par les systèmes de navigation conventionnels et extraordinairement difficile à neutraliser.
Même avec des navires spécialisés dans les contre-mesures de mines, les évaluations en source ouverte situent le stock total de mines navales de l'Iran quelque part entre 2000 et 6000 dispositifs, même après que des frappes américaines en mars ont détruit 16 navires iraniens poseurs de mines. Les évaluations du renseignement américain indiquent que l'Iran a conservé entre 80 et 90% de sa capacité de petites embarcations et de pose de mines. Un analyste anonyme décrivant l'état actuel du détroit l'a appelé, et je veux que vous entendiez clairement cette expression, une vallée de la mort, et voici la contradiction que personne au Pentagone ne veut dire à voix haute lors d'un point de presse. La marine des États-Unis a retiré du service ses 4 derniers dragueurs de mines de classe Avenger, les navires basés à Bahreïn précisément conçus et positionnés pour faire face à exactement ce type de menace. En septembre dernier, l'hélicoptère Seahawk de dragage de mines aéroportées, l'épine dorsale de la capacité américaine de contre-mesure de mines aéroportées pendant des décennies, a été retiré progressivement en août dernier. Aujourd'hui, la marine des États-Unis s'appuie sur des navires de combat équipés de modules de contre-mesure de mines comme capacité principale de déminage dans le Golfe. Un seul de ces navires a été confirmé dans la région. Des évaluations indépendantes suggèrent que le nettoyage complet du détroit en présence de mines, dans des conditions contestées, pourrait prendre jusqu'à 6 mois. 6 mois. Pendant que le pétrole se négocie au-dessus de 100 $ américains le baril, pendant que l'essence approche les 5 $ américains à la pompe, et pendant que 20 000 marins restent coincés à l'intérieur du Golfe sur des navires qui manquent de nourriture et de carburant. Ce que l'Iran a fait avec quelques centaines de milliers de dollars de mines posées sur le fond marin, c'est immobiliser une marine qui coûte des centaines de milliards de dollars à maintenir. Voilà le véritable calcul stratégique d'Ormuz, et il ne s'améliore pas pour Washington avec le temps, il empire. Chaque jour qui passe, chaque navire qui tente de traverser et qui rebrousse chemin, chaque assureur qui ajoute une autre clause de risque de guerre, chaque compagnie maritime qui contourne le cap de Bonne-Espérance au lieu de passer par le détroit. Tout cela devient un jour de plus où la position stratégique de l'Iran se renforce et où la position stratégique des États-Unis s'érode. Et Project Freedom, avec tous ses destroyers, ses aéronefs et ses plateformes sans pilote, navigue directement dans cette arithmétique sans l'unique outil dont il aurait réellement besoin pour la changer. Et c'est la partie de l'histoire qui est presque entièrement absente de la couverture occidentale. Pendant que la confrontation militaire consume tous les titres, quelque chose de beaucoup plus conséquent et de beaucoup plus permanent est en train d'être rédigé au Parlement de Téhéran en ce moment même. L'Iran convertit ce levier militaire temporaire en un cadre juridique qui pourrait remodeler le statut de la voie maritime la plus critique du monde pour les décennies à venir. L'Iran ne mène pas seulement une bataille navale. L'Iran construit un piège juridique et Washington est tellement concentré sur la confrontation militaire qu'il prête à peine attention à l'architecture en train d'être construite autour d'elle. C'est là que cette histoire commence vraiment à se défaire. Et c'est ce que nous allons examiner. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.